Merci beaucoup, Olivier. Directeur France Derrière Contrôle, repérage amiante avant, après travaux, maître d'ouvrage, propriétaire. Comment sélectionner un opérateur de repérage? Alors, merci Thierry. Alors, on va parler repérage avant travaux, amiante avant travaux. Alors, c'est vrai que c'est un peu le système de l'entonnoir. Hein. Nathalie nous a présenté un peu toute la réglementation qui arrive. Ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est que c'est intéressant. On se voit tous les mois dans le cadre des confs amiantes. Et tous les mois, il y a des nouveautés. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Et en septembre, on sait que ce qu'on présentera à Marseille ne sera pas tout à fait ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc on a de la chance, hein. Enfin, c'est bien, il n'y a pas de routine, ça évolue tout le temps. Alors les critères de sélection d'un organisme de repérage, on pourrait se dire réglementairement, il y a une réglementation, il suffit d'appliquer. Comme l'a précisé tout à l'heure Mathieu, la réglementation SS4, globalement, est assez lourde et pas toujours on peut difficilement des fois l'appréhender, en tout cas par tout à chacun. Et je disais également en aparté les deux invités maîtres d'ouvrage, on est quand même ici et globalement plutôt des gens spécialistes du sujet ou qui connaissent le sujet. Il faut bien se rendre compte qu'il y a tout un panel de personnes à côté qui ont beaucoup moins d'informations à ce niveau-là. Et pour revenir à l'intervention tout à l'heure de monsieur, c'est vrai que vous maîtrisez, en tout cas les maîtres d'ouvrage ici présents maîtrisent bien le sujet. Alors on va voir le contexte, les repérages. On parle de repérage amiante avant travaux. En général, c'est rare qu'on me demande, en tout cas qu'on ne doit demander qu'un repérage amiante avant travaux. Suivant l'année des biens, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais le repérage plomb avant travaux, par contre, est également obligatoire. Il y a des repérages associés. On peut être amené à faire amiante HAP sur l'enrobé, etc., etc. On va de temps en temps de plus en plus dans l'industrie regarder la présence également de fibres céramiques réfractaires. Il peut y avoir tout un panel autour, on est bien concentré sur l'amiante, mais il y a tout un panel autour et qui va intervenir dans ce cadre-là. Les donneurs d'ordre, on a les maîtres d'ouvrage classiques, bailleurs sociaux, collectivités, des entreprises privées, un peu tout le monde, un peu de donneurs d'ordre sur le sujet. Globalement, il y a très peu de limites, Mathieu en a parlé tout à l'heure, au repérage amiante avant travaux, très peu d'exceptions. Donc le nombre de donneurs d'ordre est énorme, gigantesque. Si on faisait une analyse de ce qui est fait actuellement et de ce qu'on devrait faire en termes de volume de repérage, il y a encore un gros écart. Plus la structure est importante, et c'est bien, c'est souvent les bailleurs sociaux qui montrent l'exemple aux donneurs d'ordre, souvent avant les collectivités d'ailleurs. Mais après, il faut que ça suive derrière, donc un certain nombre de donneurs d'ordre plutôt liés au domaine du BTP ou associés. Alors un marché en pleine évolution réglementaire, c'est ce qu'a montré Nathalie tout à l'heure, avec une segmentation des marchés. Il y a encore quelques temps, on va dire même peut-être actuellement, on a un gros camembert qui représente l'ensemble des repérages amiante avant travaux, et il n'y a qu'un seul, en gros, repérage amiante avant travaux. On peut s'appuyer globalement sur les 46.020 pour tout faire, mais c'est un peu compliqué. Et on a vu là, ça va être segmenté entre l'industrie, le ferroviaire, les aéronefs, c'est très large, quand on parle des navires, quand on parle des navires, il y a les péniches, il y a les plateformes en mer. Ça va être très loin, les aéronefs, vous avez les hélicoptères, enfin il y a un domaine très vaste et on segmente un peu ce marché et donc on va spécialiser également ce marché. C'est important quand même, c'est-à-dire que la profession, globalement les professions, qu'on parle des opérateurs de repérage aux entreprises qui vont intervenir derrière, on est en train de professionnaliser tout ça et spécialiser également chacun des intervenants et même au niveau des maîtres d'ouvrage, il faut qu'ils s'accrochent un petit peu aux nouveautés réglementaires pour faire leurs demandes de façon adéquate. Alors un marché niche avec un point d'interrogation, c'est un peu une provocation, c'est pas un marché niche. Pour parler avec quelques représentants des laboratoires sur place, les laboratoires sont saturés actuellement. On n'a jamais fait autant d'analyses en France actuellement et on doit être les leaders dans le monde, je pense en termes d'analyse de très loin. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les maîtres d'ouvrage ont compris qu'il fallait y aller. On oublie quand même tout ça. On parle de l'amiante, globalement entre sachants. À la base, ça donnait du sens, ça reste un poison l'amiante. Il faut se souvenir pourquoi on fait ça. On n'en parle plus, on n'en parle pas du tout d'ailleurs là. Il faut s'en souvenir, donc il y a quand même quelque chose de profond derrière. Il faut vraiment aller dans ce repérage pour protéger les gens. On est vraiment là pour protéger les gens, qu'on soit maître d'ouvrage, opérateur de repérage ou entreprise qui intervient derrière. Le marché est important, on a du mal à estimer, mais on doit être proche des 700-800 millions d'euros en termes de repérage amiante avant travaux par an.
Il y a près de 200 millions d'euros qui ont été versés dans les appels d'offres publics l'année dernière, en 2018, sur des marchés de plus de 60 000 euros. Donc il y a un marché important, en sachant que globalement les coûts des analyses ont tendance à diminuer derrière. Donc le marché est assez important et va continuer à croître. Alors les basiques dans les critères de sélection, c'est une organisation adaptée. On peut avoir des organismes de repérage qui travaillent en petites unités, seuls, à deux. C'est de plus en plus compliqué. On l'a vu encore tout à l'heure, avant la pause, par la réglementation qui devient de plus en plus pointue. Et il faut maîtriser un peu toutes les parties. Il faut savoir maîtriser la protection individuelle, la protection collective, le respect des méthodologies dans les normes, le respect réglementaire. On voit qu'il y a des petites différences et ça va continuer. Donc il y a beaucoup de choses à connaître. Il vaut mieux avoir une organisation adaptée avec des sachants et pouvoir se concentrer directement dans ce domaine-là. Des compétences spécifiques. Alors ça c'est un point important, les compétences spécifiques c'est quoi? Bien sûr il faut avoir une attestation compétence en sous-section 4, c'est-à-dire qu'il faut être formé en sous-section 4. Ça ne suffit pas, on le voit, je rencontre régulièrement des entreprises, voire des maîtres d'ouvrage qui forment certains membres de leur personnel en SS4 pour répondre à un marché, souvent c'est le cas. Et ils vont envoyer un opérateur dans l'équipe pour se former en SS4, une formation de 2 jours, parce que c'est la moins chère, on prend la moins chère et on forme un gars. Et non, c'est les personnes qui vont intervenir sur place qui doivent être formées, et à minimum, il y a une personne qui va être formée à 5 jours, un encadrant, pour pouvoir rédiger les fameux modes opératoires dont on parlait tout à l'heure. Il y a un minimum à respecter. Et ça, il faut l'appréhender, il faut que le maître d'ouvrage comprenne un peu le sujet. C'est attestation de compétence SS4, bien sûr qu'elle doit être valide, elle doit exister, il y a des périodes de recyclage, et il faut un minimum, un encadrant dans l'équipe qui puisse mener le bal. C'est dans l'intérêt de la protection du travailleur qui va intervenir, mais du public, ça peut être l'occupant de l'appartement ou autre. Les textes réglementaires et les normes qui arrivent demandent des compétences spécifiques. On parlait tout à l'heure du ferroviaire ou des navires. Il faut avoir un certain nombre de compétences dans le domaine. Nous sommes intervenus, on intervient encore pour le métro de Barcelone, les rames, pas l'infrastructure. Il faut connaître l'électronique, sinon c'est impossible pour y arriver. Au passage, mon petit doigt m'a dit que le projet d'arrêté amiantement travaux dans les bâtiments demandait que l'opérateur d'opérage soit compétent dans l'estimation des quantités de matériaux amiantés. C'est écrit comme ça dans le projet d'arrêté, on peut imaginer que ça va sortir comme ça. Qu'est-ce qu'une compétence? Ça peut être une formation, une expérience passée d'économie de la construction. Il faut bien avoir un minimum de compétences. On va voir que c'est un des points clés de la future réglementation. Alors donner du sens, c'est quoi? Ce que je disais tout à l'heure, le repérage, il est là pour protéger les travailleurs et le public. Il faut le rappeler, il est là pour que des entreprises, tout à l'heure il y a une intervention de Soprema, puissent utiliser ces rapports, que le maître ouvrage puisse l'utiliser. Donc avoir un minimum, un schéma clair, qu'on puisse savoir où sont ces fameux matériaux amiantés. Il ne suffit pas qu'il y ait une flèche avec un point, avec un prélément, dire on a prélevé là, il y a de l'amiante, peut-être, mais à côté, où est l'amiante? Donc ça demande d'avoir un rapport clair et utilisable. On est à l'ère du tout numérique, tout digital. Le rapport papier, il va servir de moins en moins. Enfin, tout à l'heure, Gilles parlera un peu d'outils d'échange, de rapports et d'utilisation derrière, mais c'est la fin du rapport papier. Il faut bien pouvoir utiliser autrement ces rapports amiantants de travaux. Et notamment par un schéma clair, où est l'amiante par la suite. Les indispensables, je ne reviens pas dessus, la fameuse attestation de compétence sous section 4, des modes opératoires réglementaires. Mathieu en parlait tout à l'heure, mode opératoire, si on va expliquer, l'opérateur de repérage va expliquer comment il va intervenir. C'est important quand même pour un maître d'ouvrage de s'assurer que le mode opératoire existe. Parce que ce mode opératoire va expliquer comment il va protéger le travailleur, donc l'opérateur de repérage, mais également comment on va protéger le futur occupant de l'appartement. Si je prends les bailleurs sociaux, on va intervenir pour faire des prélèvements par exemple dans une salle de bain, c'est comment on va s'assurer qu'on ne va pas y mettre des fibres partout, en tout cas qu'on va les ramasser, qu'on va les aspirer à la source, etc. etc. Donc l'existence de ce mode opératoire, en dehors du fait qu'il soit réglementaire, est essentielle pour un maître d'ouvrage, savoir est-ce qu'il y a eu une réflexion à la base de l'organisme de repérage avant d'intervenir. Est-ce qu'elle a réfléchi à la façon dont elle va émettre le moins possible de fibres? Toujours donner du sens, c'est un poisson à la base. Donc ça, c'est un point important de réclamer les modes opératoires réglementaires. S'assurer qu'ils ont bien été envoyés également aux différents organismes. Les équipements de protection individuelle, donc les fameux appareils de protection respiratoire par exemple, EPC, équipements de protection collective, les fameux aspirateurs THE, c'est-à-dire adaptés pour l'amiante.
Les fit tests, on va vérifier que le masque est adapté à la tête, à la morphologie du travailleur. Tout ça doit être présent, s'assurer que l'organisme de repérage a bien ses équipements. Ça peut paraître un basique, mais ce n'est pas le cas. On peut avoir un mode opératoire qui est un document papier entre guillemets et ne pas posséder les bons équipements de protection individuelle et les bons équipements de protection collective derrière. Il ne faut pas être dupe. Alors je pense qu'ici la plupart des gens, ça n'est pas le cas, mais s'assurer que ces équipements sont bien présents et bien utilisés, c'est un point essentiel pour choisir l'organisme de repérage. Il peut avoir des formations complémentaires, on peut intervenir dans une structure où il est nécessaire d'avoir certaines habilitations électriques, de travailler en hauteur, éventuellement, ATEX, risque explosif, etc., MAS, enfin on peut avoir toute une série maintenant de formations complémentaires à posséder pour pouvoir intervenir sur un site et là s'assurer, bon, c'est souvent le cas, que les personnes ont bien les habilitations entre guillemets nécessaires. Alors c'est les indispensables, ça peut paraître basique, mais on fait déjà un tri en s'assurant que ces points-là sont respectés. Vous faites un tri déjà dans l'organisme de repérage à sélectionner. Les plus, les références, bon, c'est toujours un plus d'avoir déjà un organisme qui a travaillé dans le même domaine. Si on travaille dans le domaine ferroviaire, il vaut mieux avoir vu des trains avant. Si on a l'habitude de travailler pour les bailleurs sociaux, c'est peut-être plus facile pour un bailleur social avec des exigences particulières, notamment les rotations des apparts, etc. Il vaut mieux quelqu'un qui a l'habitude un peu de comprendre ce type de façon de travailler. Bon, après, il faut bien commencer à un moment donné. Les labels de compétences. Alors, on parle de plus en plus de qualification de l'organisme de repérage. Parce que là, les basiques, les indispensables, je vous ai présenté précédemment, il faut que le maître d'ouvrage soit déjà dûment formé. Je dis là, les dés sont un peu pipés, si je peux me permettre, avec nos deux invités bailleurs sociaux, mais ils connaissent parfaitement le sujet, et à la limite, eux, ces critères, ils vont les sélectionner. La majorité, mais c'est pas la majorité, c'est l'immense majorité des maîtres d'ouvrage vont avoir du mal à appréhender tout ça. Qu'est-ce qu'un mode opératoire conforme, quel type de masque il faut, etc. Ça va être compliqué. Il existe maintenant des qualifications, il y en a deux, au PQBI, ICERP, qui font des qualifications pour les organismes de repérage, et ces organismes de qualification vont vérifier que tous les basiques indispensables indiqués précédemment sont respectés. Donc des fois, c'est mieux de passer directement, de choisir un organisme de repérage qui possède une qualification. On sait que tout le travail de sélection en amont a au moins été fait, donc c'est peut-être une piste d'évolution pour les organismes de repérage. On ne s'assure pas seulement que l'opérateur de repérage est certifié. On ne l'a pas précisé, l'opérateur de repérage doit être certifié, et si on anticipe si les sources de Nathalie sont bonnes, et je pense qu'elles sont bonnes, elle a toujours des sources sûres avec des échanges constants avec la DGT, cet été, donc l'arrêté devrait sortir, et avec une obligation de certification amiante avec mention pour tous les repérages avant travaux. Alors c'est un point important, les évolutions, c'est la quantification des MPCA, matériaux et produits contenant de l'amiante. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est une grande évolution qui arrive quand même. Le repérage amiante ne consiste pas seulement à repérer, c'est-à-dire localiser les matériaux amiantés, mais estimer les quantités. Le projet d'arrêté indique qu'il sera applicable du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, on va devoir estimer ces quantités. Ça peut paraître anecdotique, je vois Mathieu qui j'imagine aussi travaille sur le sujet, c'est assez important. Le projet d'arrêté dit que c'est assez intéressant, l'estimation des quantités doit se faire suivant, pour simplifier, un peu les mêmes règles que sur le diagnostic gestion des déchets de démolition. Et ce qui est précisé dans le projet d'arrêté, c'est que cette quantité doit permettre au maître d'ouvrage d'estimer la quantité de déchets qui sera envoyée par la suite derrière. Ce qui est quand même une responsabilité lourde, on donne une responsabilité lourde à l'opérateur de repérage. On voit plein de dérives derrière, on pourra peut-être faire l'objet, Thierry, d'un point de débat tout à l'heure sur le sujet, que vont faire les maîtres d'ouvrage de ces données. On peut comprendre qu'ils aient besoin de ces données, on peut comprendre que les entreprises utilisatrices par la suite aient besoin de ces données. Donner la responsabilité à l'opérateur de repérage, à l'organisme de repérage, c'est bien, c'est une fierté de le faire, mais ce sera peut-être plus compliqué que prévu. Donc on a la localisation et l'étendue des matériaux, bien sûr, à préciser, c'est-à-dire dire que le matériau alimenté est sur tel endroit, tel mur, tel plafond, et la surface exacte. Ce qui est important, c'est qu'on parle de plus en plus de stratégie d'échantillonnage ou stratégie de prélèvement et d'intervention. Il y a un CCTP, un cahier des charges qui a été fait, qui est très polémique. L'idée, c'est pas d'entrer dans la polémique, mais par la Direction Bretagne il y a quelques mois.
et qui, donc un cahier des charges destiné aux maîtres d'ouvrage pour choisir des organismes de repérage et qui demande à ce qu'une stratégie de prélèvement et d'intervention soit bien clairement établie. Alors ça peut ne pas être idiot, hein, l'objet de la norme, alors quelqu'un ici dans la salle du Gadier qui a bien travaillé dessus, explique bien qu'il y a in fine un repérage, c'est une stratégie d'échantillonnage, c'est-à-dire que ça reste, l'idée c'est pas de faire un gruyère du bâtiment, hein, il y a des sondages, un certain nombre de sondages à faire, de prélèvements, et il y a une probabilité au maximum de trouver des matériaux, mais on est quand même dans les statistiques. Et de vous dire sur quelle base on s'est basé, voilà, ça peut être intéressant, et on travaille sur le sujet. Les produits complémentaires, il y a le CCTP qui le précise, hein, de la directe. Le cahier des charges, la directe Bretagne dit maître d'ouvrage, demandez à votre organisme de repérage de mettre à jour d'en profiter pour mettre à jour les DTA, demandez-lui pour indiquer l'état de dégradation des matériaux, demandez-lui pour faire ça, faire ça, faire ça. Pourquoi pas, tout est ouvert, mais on va au-delà de la mission au départ du repérage. Le vrai plus, hein, c'est que le repérage dans quelques mois, dans 2 mois on va dire, amiantement travaux, la grosse évolution c'est qu'il ne sera plus comme avant, parce qu'on va quantifier les matériaux produits contenant de l'amiante dedans. Donc c'est un point en plus, hein, qui va être fait. Le projet d'arrêté dit d'ailleurs que tous les repérages, pour simplifier fait avant 2017, deviennent obsolètes dans les repérages amiantement travaux pour pouvoir être utilisés derrière. Alors, il y a plein d'arguments derrière, mais c'est à tenir compte. C'est-à-dire qu'il y a une demande importante qui va être faite. Il faut tenir compte également, on parlait tout à l'heure que les labos étaient saturés. Globalement, ici, on sait que les repérages amiantement travaux, c'est obligatoire depuis des années. Et ça a été très mal écrit, c'est pour ça que les arrêtés vont sortir pour le préciser. Avec l'arrêté qui sortira là, il n'y a plus d'ambiguïté, hein, c'est écrit en bon français, le repérage amiantement travaux est obligatoire, à peu près dans tous les cas, sauf quelques exceptions que tu as évoquées tout à l'heure, Mathieu. On peut imaginer aussi une demande supplémentaire en nombre de repérages, et peut-être des problèmes annexes qui seront encore lieu derrière, en termes d'analyse, en termes d'organismes compétents à trouver. Donc il y a une vraie réflexion à avoir à ce niveau-là. Je finirai sur le sujet. Alors c'est peut-être pas la solution adéquate, hein, solution d'avenir, c'est pour parler un peu de prospective. La quantification l'estimation de la quantification des matériaux amiantés, pour nous et pour les autres, hein, pour tous ceux qui font du repérage, c'est un point clé quand même, hein. Il y a un vrai enjeu derrière, étant donné qu'en plus il y a un usage qui doit être fait, qui est indiqué dans le projet d'arrêté pour estimer la quantité de déchets. Il y a des précisions à avoir, c'est comment ça va se faire. Donc actuellement il y a plein de possibilités, hein, de calculer, ça doit être à l'ancienne ou de solutions plus modernes. Parmi ces solutions qui sont testées actuellement, il y a le BIM, avec des intérêts, des prises de cotes réelles, une estimation qui peut être précise derrière, et puis là aussi, comme pareil, hein, des données qui sont récupérées par les utilisateurs finaux, qu'on peut transmettre un peu à tout le monde et réutilisables derrière. Voilà. Après, c'est une vraie population, voir comment faire. Je crois que ça sera peut-être abordé dans la table ronde, la gestion des volumes des rapports de repérage. Hein. Là, vous avez quelques organismes, quelques maîtres d'ouvrage qui ont 2, 3, ou des petites mairies qui ont une dizaine de bâtiments à gérer. Là, tout à l'heure, on a vu monsieur qui avait 60 000, je crois, logements. Là, on verra s'il y a des tas, je crois qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données, comment les traiter, comment les gérer, et est-ce qu'on reste encore à l'heure du papier. Ça pourrait être un sujet qu'on pourra aborder avec ces maîtres d'ouvrage. Donc voilà, je vais en finir là, je dois être dans les temps normalement Thierry. En synthèse, ça c'est donc on se revoit en septembre pour certains à Marseille. Je sais que ça va évoluer parce que le repérage, l'arrêté devrait sortir, donc il y a des vraies nouveautés qui arrivent, et avec de gros changements, donc une accentuation de la professionnalisation des opérateurs de repérage. Ils vont être compétents dans différents domaines, pas uniquement dans le domaine repérage, ça va un peu au-delà, donc tant mieux, on est plutôt pour, c'est bien pour tout le monde. Et puis surtout l'estimation de la quantité des matériaux alimentés, qui fera débat, qui va poser problème, il ne faut pas se voiler la face, mais avec un vrai enjeu derrière. Et là aussi, c'est notre rôle d'accompagner les entreprises utilisatrices et les maîtres d'ouvrage sur le domaine. D'ailleurs, ces 3 départements que vous avez, le conseil, la formation, le laboratoire, et maintenant avec votre expertise, comme vous dites, vous vous préparez pour le meilleur. Comment vous sentez vos références, vos clients maintenant avec ces ajustements et qui sont en fait, là aujourd'hui on parle du 18 juin, mais ce qui va se passer début juillet et ainsi de suite. Alors on commence à les préparer psychologiquement, c'est un peu, je disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut informer. On informe beaucoup les maîtres d'ouvrage sur le sujet, parce qu'il y a un vrai enjeu derrière, hein. On parlait tout à l'heure des responsabilités pénales, juridiques derrière.
ils sont là. J'ai une autre casquette expert judiciaire à côté, il y a Luc aussi. Il y a des. C'est pas pour faire peur, on n'est pas là pour faire un phénomène anxiogène, mais il y a les maîtres d'ouvrage qui ont du sursis actuellement, qui ont des amendes pour ces problématiques-là. Je pense que ça va s'accentuer avec l'arrêté qui arrive là. Donc il faudrait que le maître d'ouvrage appréhende le sujet, même si, comme on disait tout à l'heure, c'est un sujet difficile. Je suis moins inquiet pour les personnes, là encore je leur dis, le bailleur social ici, parce qu'ils sont là déjà, tous ceux qui sont là c'est bien, c'est aussi s'informer, c'est pour tous ceux qui sont absents aujourd'hui. Ça peut être problématique derrière. Les petites mairies, petites collectivités, les petites entreprises qui vont faire des travaux à certains endroits, vont-ils comprendre qu'il y a une obligation de repérage? Vont-ils choisir les bons organismes? On parle toujours du prix, à la fin il y a le prix derrière, mais il y a quand même un certain nombre de points à respecter derrière. Quantifier les matériaux alimentés, c'est un coût. On ne peut pas dire que les rapports de repérage vont rester au même coût s'il y a un travail supplémentaire à faire. Intellectuellement, on peut le comprendre, mais il va falloir, à un moment de payer, il faut le faire. Globalement, si vous faisiez un point, tout le rapport de repérage est appréhendé en amont, au final, ça vous paraît moins cher. Il y a ça donne plein de sujets de conférence en général, mais c'est un investissement qui coûte de toute façon, qui est obligatoire, mais de toute façon, qui, à la fin, in fine, coûtera moins cher que si on ne le fait pas. Mais la question de toute façon ne se pose plus maintenant. J'ai pris en note, Olivier, qu'il y aura une question que je pourrais poser à votre nom, vous le ferez aussi auprès de Guillaume et Sabine. Est-ce qu'il y a des questions pour Olivier sur son intervention? Tout va bien. Eh bien, écoutez, merci. On va vous accueillir une nouvelle fois sous vos applaudissements. Merci de votre présence. Monsieur Olivier, on va enchaîner.